Bonsoir, merci Bonsoir. beaucoup de nous avoir rejoints. On l'a dit, vous êtes historienne, spécialiste de la Révolution française. Quelque part a dû se perdre le livre que je voulais montrer, que vous avez publié à la Fabrique chez Éric Hazan, Oui, sur je pensais que tu l'apporterais. Révolution et terreur, mais je vais le retrouver, il y a trop de livres ce soir, donc je voulais le montrer. C'est celui la liberté, voilà. La liberté et Oula, merci beaucoup. Ou la mort. Voilà. La terreur et terroriste. Exactement. Mais je voulais aussi apporter ça parce que alors ça, celui-là aussi est assez passionnant. Vous n'êtes pas la seule, vous êtes trois là, vous avez travaillé sur les discours de Robespierre et toute actualité d'un homme irrécupérable. Et par rapport à des sujets que vous défendez, vous serez d'accord là-dessus sur la liberté de la presse. Je ne parle pas de la période de dictature, pourrait-on dire, d'assemblée du comité de salut public. Il y a des textes formidables. Et surtout, il y a quand même votre premier travail, qui est maintenant dans cette petite collection, L'impossible citoyen, sur l'étranger dans la Révolution française, et qui est dans le cœur peut-être de la résonance avec notre présent. À toi, Frédéric. Tout simplement, puisque vous avez été silencieuse et puisque vous avez écouté Pierre Rosanvallon maintenant depuis 1h30, l'historienne que vous êtes, qui avait beaucoup travaillé sur la Révolution française et dont les idées sont très éloignées de celles qu'a portées Pierre Rosanvallon avec François Furet, avec la Fondation Saint-Simon, là, quand vous l'écoutez depuis 1h30, quand vous l'écoutez parler du tournant de la rigueur en 1984 ou des grèves de 1995, justement, quelle est votre ou de sa position ou de sa d'aujourd'hui, parce qu'on ne va pas faire que l'archéologie. Parce qu'on a fait tout ça à la fois. Quelle est votre position? Non, mais c'est intéressant le mot d'Edoui Plenel d'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est des strates du côté de Michel Foucault. Et moi, ce qui me surprend, c'est quelles sont les conditions de possibilité d'une transformation de votre discours. Parce que quand même celui que vous avez rapporté sur 1995, c'est un déni de ce qu'a été ce mouvement social comme mouvement de désectorisation. Il n'y avait pas d'un côté la question de la sécurité sociale et de l'autre côté la question de la SNCF, des cheminots, etc. Il y avait un mouvement où ce qui se mettait en place, c'est ce qu'on avait appelé une démocratie par procuration, où ceux qui avaient encore des statuts pouvaient parler pour ceux qui n'avaient pas de statut. Et où, du coup, il y a eu tout un débat sur ce que voulait dire la question du nombre et une remise en question qui est quand même assez rare et qui ensuite a encore un peu existé. Mais à ce moment-là, c'est une remise en question de la possibilité de dire la vérité d'une grève en fonction du nombre de grévistes. Pour la première fois, on disait, mais ce n'est pas la question du nombre. On sait très bien que les gens qui n'ont pas de statut ne peuvent pas faire grève. Ce qui est important, c'est que ceux qui sont grévistes soient capables de tenir et représentent les autres. Donc il y avait un enjeu politique qui était très large et qui, justement, permettait d'être dans cette voie d'une multiplicité d'acteurs politiques qui se manifestaient dans les grandes manifestations qui avaient lieu hors temps de travail, où il y avait beaucoup de monde et qui ne pouvaient pas faire grève, etc. Du coup, pour moi, à ce moment-là, je dirais votre courant politique à ce moment-là et Nicole Notat et la pétition Touraine étaient à côté de ce que vous semblez appeler de vos voeux maintenant. Donc, quelles sont les conditions de votre propre rupture? Parce que moi, ça me trouble beaucoup, parce que c'est en peu de temps, et que dans une certaine mesure, j'ai l'impression de vous entendre en ventriloque. C'est-à-dire, quand vous parlez des invisibles, moi j'entends Jacques Rancière qui, beaucoup plus tôt, parlait de la question de la lisibilité et de la visibilité. Et donc, mais il ne parlait pas de la même visibilité, il parlait de la visibilité du tort. Et vous parlez de la visibilité des individus. Et donc, bon, c'est toutes ces questions. Donc, archéologie ou histoire? Si c'est histoire, qu'est-ce qui vous a transformé? Parce que je crois qu'il y a une vraie transformation. En tout cas, pour moi, la lecture de 1995 ne permet pas, même celle d'aujourd'hui, ce que vous faites est en contradiction avec vos livres actuels, pour moi. C'est-à-dire que rétrospectivement, vous pourrez au moins reconnaître que ce n'était pas séparé et que la désectorisation est le propre d'un mouvement social et politique important. Et que c'était désectorisé, et qu'en plus c'était inventif sur le plan politique. Donc je suis assez surprise, et en même temps, voilà, ça m'intéresse, c'est l'occasion, on n'a jamais eu l'occasion de débattre ensemble, donc voilà, j'en suis contente, et du coup de revenir aussi sur la manière dont on peut faire l'analyse de la Révolution française, dans la possibilité de faire entendre ce que moi j'appelle la voix du peuple, et pas la voix des individus invisibles. Et le peuple, c'est une catégorie politique, c'est pas la population.
Pierre Rosanvallon. Vous allez avoir le temps de débattre, donc une question à la fois. Je dirais il y a deux choses différentes. D'abord, Il y a trois même. Il y a non. quelle transformation, D'ailleurs, 95, et peuple, population. Bon, Prenez le temps. Voilà. Partons d'abord de la question que vous posez sur 1995. Vous avez une analyse du mouvement de 1995 qui dit que c'est un mouvement social très nouveau. C'est un mouvement social, bien sûr, auquel participaient les catégories protégées classiques, mais qui avait pour caractéristique, justement, de trouver une expression pour tous ceux qui n'étaient pas représentés, pour tous ceux qui ne pouvaient pas faire grève. Le propre d'un mouvement social, c'est de savoir quelles sont les luttes nouvelles qu'il a générées. Qu'est-ce qu'il a produit pour ces personnes non représentées? Qu'est-ce qu'il a produit pour ces personnes qui étaient non protégées? Qu'est-ce qu'il a produit comme historicité sociale nouvelle? Et là, je crois que ce qu'on peut historiquement constater, c'est que peut-être que cette interprétation que vous donnez, elle correspondait à une attente chez certains, mais historiquement, elle n'a pas produit de conflits sociaux d'un nouveau type. Et elle n'a pas produit des revendications sociales autour desquelles il y a eu des batailles d'un nouveau type. Elle n'a pas fait d'acteurs politiques nouveaux majeurs des personnes, justement, qui étaient aux marges du syndicalisme. Si ça avait été ça, j'aurais applaudi à 100%. Mais on juge un arbre à ses fruits. Or, je vois mal les fruits. Je reconnais la puissance du mouvement. Cela, je le reconnais. Et à l'époque, non seulement je ne l'ai pas critiqué, mais j'ai constaté que cette puissance comme un fait social absolument majeur. Mais reconnaître un fait social absolument majeur et constater qu'il ne produit pas les fruits qu'on en attend d'un mouvement historique, c'est deux choses différentes. Alors, la question de savoir s'il a produit des fruits ou pas, ça suppose de savoir qui a abattu l'arbre ou pas. Quand il s'agit de refouler le mouvement dans des négociations qui le nient, on est dans une situation où je trouve que c'est assez étonnant de reprocher aux acteurs grévistes qui ne sont pas entendus, où il n'y a aucune traductibilité ni du côté syndical sur la table des négociations, ni du côté politique, de leur reprocher à eux de ne pas avoir donné de fruits. Je pense que les premiers fruits, c'est l'élection de Jospin, que Jospin n'aurait pas été élu s'il y avait eu... Factuellement, c'est vrai, puisqu'il y a eu la dissolution. Bon. La deuxième chose, quand même, parmi les fruits, indépendamment du refoulement que je viens d'évoquer, oui, quand même, très peu de temps après, avec des choses analogues, on a parlé de Florange, à ce moment-là, c'était Villevorde. Donc, il y a eu tout un pas de deux analogue au moment de l'élection de Lionel Jospin. La deuxième chose, c'est quand même une scission au sein de la CFDT, qui n'est pas une petite scission. La création du syndicat Sud a constitué un moment de réélaboration des forces syndicales. Dans certains lieux, c'était assez important, dans d'autres, ça l'était moins. Mais maintenant, ça fait partie du paysage syndical et c'est pas rien, parce que c'est une position qui reste assez singulière. Et de ce point de vue-là, c'est des fruits qui sont sur la durée. Ensuite, ça commence pas en 95, ça commence avec le mouvement des jeunes gens qui sont sur les contrats qu'on appelait à ce moment-là des CIP. Et c'était en 1993, si je me souviens bien, 91 et 93. Et donc les premiers mouvements qui redémarrent, c'est en amont. Et on peut prendre 95 dans ce qu'on appelle, vous êtes historien comme moi, un train conjoncturel. Dans ce train conjoncturel, on a toute une série de mouvements. On a 91, 93, 95, qui est le plus massif et où il y a des enjeux d'interprétation de la place du syndicat, de la place des grévistes par rapport aux autres. Ensuite, on a les mouvements sur les sans-papiers qui sont des mouvements extrêmement importants, 97, contre les lois Debré, des mouvements sur les chômeurs, marche de chômeurs, et donc toute une dynamique, contrairement à ce que vous dites, qui était une dynamique de tentative justement de faire entendre sa voix dans des cadres qui étaient des cadres, dans une certaine mesure, relativement classiques, et pour d'autres qui étaient justement réinventés. Les chômeurs, quand ils inventent la marche des chômeurs et qu'ils ont un rituel de pèlerinage, de circulation, c'est pas quelque chose de si classique que ça, et ça a produit effectivement la possibilité pour les gens les plus démunis de se constituer. Et il y a eu comme ça toute une série de choses. Ce qu'on peut constater, c'est que c'est dans ce moment-là, qui ressemble, de mon point de vue, au moment thermidorien, à la manière dont on reçoit les manifestations de Prairial en 3, il y a eu un refus constant et extrêmement ferme, justement, de recevoir les voix qui se manifestaient.
C'est-à-dire que ceux qui sont en charge de produire la traductibilité de ce que moi j'appelle les émotions populaires, eh bien, ils étaient extrêmement fermés. Et donc, il n'y a pas eu de traduction. Et donc, là, c'est un défaut Jospin refusant de recevoir les chômeurs. On ne gouvernera pas avec la rue, etc. Sur la durée, et c'est vrai à chacun de ces mouvements. Et donc, effectivement, on peut considérer que ces mouvements se sont épuisés. Dans le même temps, il y a quand même une accentuation de la puissance néolibérale. C'est-à-dire que le mouvement qui nous a concernés de manière directe, c'est quand même celui sur les universités en 2009. Il s'épuise par manque peut-être de stratégie et de tactique politique, mais il est aussi face à un rouleau compresseur qui est mondial, qui n'est pas local. Du point de vue mondial, si on prend juste cette question-là, elle n'est pas close. Mouvement au Chili contre l'université néolibérale, mouvement au Québec, mouvement du Carré Rouge, mouvement en Grande-Bretagne, mouvement en France encore, mouvement... Donc les fruits de ce moment-là, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'ils n'aient pas été existants. Je pense que dans l'immédiateté, on refoule les choses, mais que ça a ressurgi très régulièrement et que dans une certaine mesure, on ne sait pas quelle trace ça a laissé. Et que historiquement, eh bien, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui continuent à cheminer et que de ce point de vue, il y a une configuration qui a été créée et je ne crois pas qu'elle puisse être à ce point minimisée. Par contre, les rapports entre ceux qui sont supposés traduire par la loi, par de nouvelles négociations, par la capacité à créer un espace public délibératif dans la société, là, ça a été particulièrement fermé avec un rouleau compresseur mondial qui est quand même celui de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et donc je trouve qu'accuser les acteurs, ça ne me paraît pas juste. Non, mais je n'accuse pas les acteurs. Je n'accuse pas les acteurs. Je dis deux choses. La première chose, c'est que le mouvement, on ne va pas débattre que de ça, mais c'est que le mouvement de 95, bien sûr qu'il y a eu d'autres mouvements sociaux après, des mouvements sociaux qui ont été très vivants et très divers. Mais ça, vous pouvez dire ils viennent de là, mais c'est des mouvements sociaux. Je n'ai pas dit qu'ils venaient de là, j'ai dit que c'était un trend. Mais c'est des mouvements sociaux qui existent parce qu'il y a des problèmes. Mais quand vous dites Sud, où Sud est puissant d'abord, ne l'oubliez pas, dans les services publics. Ce n'est pas dans les entreprises privées, ce n'est pas auprès des intérimaires. Sud n'est pas présent dans les centres logistiques, Sud n'est pas présent chez les chauffeurs-livreurs, Sud n'est pas présent dans les grands centres commerciaux. Sud est d'abord présent, ne l'oubliez pas, Sud est d'abord présent dans le monde des services publics. Alors, que l'on constate après qu'il y ait toute une effervescence qui se cherche, et que cette effervescence qui se cherche ne trouve pas ses formes, oui, que le syndicalisme actuellement est un syndicalisme qui tend un peu à tourner en rond, ça, je suis tout à fait d'accord. Et tous les syndicats, il y a un problème de la forme syndicale aujourd'hui. Ça, j'en suis complètement d'accord. Mais la CGT, elle est paralysée aujourd'hui, par exemple. Son secrétaire général dit même que son objectif, c'est de ne rien changer pendant l'année qui précède le Congrès actuellement. Qu'il y a un problème du syndicalisme, oui, de tous les syndicats. Ça, j'en suis bien d'accord. Et ne ramenons pas tout cela à un problème d'espèce de moment que vous considérez, certains le faisaient avant à propos de 68, et maintenant vous divinisez en quelque sorte ce moment 95 en rapportant tout ce qui naît après à ce moment-là. Alors on peut avoir un débat, l'histoire tranchera, mais il ne me semble pas qu'on puisse avoir une vision aussi, je dirais, centrée sur les bienfaits de ce mouvement, parce que tout ce qui est né de neuf et dont vous parlez, que ce soit les histoires de sans-papiers, que ce soit les histoires du CIP et des jeunes, tout ça c'est en dehors du flot syndical et justement ça n'a pas trouvé encore ses formes. Et c'est ça la grande question sociale aujourd'hui. C'est quelles vont être les formes d'une effervescence que les syndicats, tous quels qu'ils soient, ne prennent pas véritablement en charge. Oui, qu'ils soient Sud, qu'ils soient CFDT, qu'ils soient CGT. Alors moi, je ne posais pas la question simplement des syndicats, je posais la question de la traductibilité par la loi, donc les représentants à l'Assemblée, et par effectivement l'étape de négociation qui précède la production de la loi. Et là, on peut se redéplacer du côté de la Révolution française, si vous voulez bien, pour repérer quelles sont les manières de traduire les demandes de loi qui émanent de ces citoyens populaires
de la société, puisque finalement c'est ce que vous appelez de vos voeux aujourd'hui, que la société se constitue, qu'elle ne laisse pas les partis décider à sa place, qu'elle devienne plus citoyenne, si on prend un vocabulaire qui est le vocabulaire le plus classique, le plus répandu aujourd'hui. Alors, dans la période de la Révolution française, il y a au moins 2 moments qui sont radicalement différents. Le moment de 1792-1794, où effectivement il y a toutes sortes d'outils qui permettent de fabriquer, via des pétitions, des adresses, des députations à l'Assemblée, des sociétés populaires qui élaborent les choses, de fabriquer justement un dialogue entre les représentants et le pays engagé politiquement et qui se constitue politiquement, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est en train de faire de la politique, il n'est pas en train de raconter sa vie seulement, il raconte sa vie pour faire de la politique. Et il explique qu'il n'a pas assez à manger et que le sucre n'est pas du bonbon, en expliquant ça aux Jacobins, parce qu'il en a besoin pour le café au lait du matin. Mais il ne se contente pas de raconter qu'il boit du café au lait sucré le matin. Il explique pourquoi, du coup, eh bien, c'est une denrée absolument indispensable et qu'il faut qu'elle soit taxée, c'est-à-dire que les prix soient limités. Oui. Ça, c'est une période où effectivement il y a une pulsation et il y a une intelligence politique qui se règle entre les représentants et les représentés. Et où la valeur des représentés est reconnue à la fois dans des prémices constitutionnelles et dans la loi et dans les pratiques. Quand on est dans les fameuses journées de prairial que j'évoquais tout à l'heure, donc après Thermidor, on a fermé les Jacobins, une date, Sophie. 1795, en 3 de la Révolution. Donc quand on est dans ces journées, qui sont des journées tragiques pour le mouvement populaire révolutionnaire, on a fermé les sociétés populaires, on a considéré que c'était plus souhaitable. Les Jacobins sont pour un certain nombre en prison. Et ce qui se passe à l'Assemblée très précisément, c'est de refuser tout dialogue avec le peuple. Donc les députations arrivent et elles sont incriminables. Et les députés... Incriminables, c'est-à-dire ? On peut les considérer que ce sont des criminels, les personnes qui prennent position. Mais au-delà même des députations, c'est-à-dire des gens qui viennent du mouvement populaire et qui se présentent à l'Assemblée, les députés qui prennent leur défense sont arrêtés et sont les fameux martyrs de prairial après. Donc on a là 2 modèles opposés. Là, aucune pulsation avec le peuple. Le peuple doit rester chez lui. Il doit être tranquille. Il ne doit surtout pas lire, même pas les livres du Parlement des Invisibles. Il ne doit pas lire. Rousset, qu'est-ce qu'il explique ? Il explique très précisément qu'on est sur un nuage philosophique. Alors, la question, c'est que dans cette séquence... Je ne suis pas un militant de prairial. Laissez-moi finir l'argument. Non seulement je ne suis pas un militant de prairial, mais si vous avez lu mes livres, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai au contraire fait la critique très longue dans La démocratie inachevée, des conditions dans lesquelles, après Thermidor, il y avait une espèce de polarisation de la politique qui faisait qu'elle s'était réinstitutionnalisée de telle sorte qu'on avait même interdit les partis politiques pour que vraiment la représentation absorbe toute la société. Et que j'ai opposé ce développement thermidorien, au contraire, à ce qui était, pour moi, dans l'étude, surtout politique que j'ai fait, la richesse révolutionnaire, c'était les visions plurielles de la souveraineté et de l'expression sociale. Je voudrais juste finir l'argument quand même. Ça, mais la question n'est pas là. Sophie Vanish finit et pose sa question. Dites-moi dans mes livres sur la Révolution... Non, je ne vous parle pas de vos livres sur la Révolution, je parle de votre position. Dans mes livres sur la Révolution, ce qui vous semble mériter le bûcher. Je ne parle pas... Revenons, puisque nous avons ce terrain laboratoire ensemble, sur ça pour analyser le présent. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le présent. On parle du présent dans cette émission. Mais pour situer aussi s'il y a des accords. Ce qui me paraît important, c'est quand on dit on ne va pas gouverner avec la rue ou Villevorde, je ne vais pas dialoguer une fois que je suis élu. Il me semble qu'on est dans le modèle thermidorien et que du coup, on ne peut pas dire que ça ne porte pas ses fruits, alors que le problème n'est pas du côté de la puissance du mouvement populaire, mais de la négation du mouvement populaire. Mais du coup, la question des fruits, quels sont les fruits de Jospin ou quels sont les fruits moi, je ne défends pas les fruits de Jospin. Oui, je ne défends pas les fruits de Jospin, excusez-moi, mais je ne suis pas membre du PS, il y a une ambiguïté à dire ça n'a pas porté ses fruits, l'histoire dira, alors que ce n'est pas eux qui sont responsables de ce non-dialogue. Mais dans mes livres, j'ai analysé, lisez-les si je peux me permettre, moi j'ai lu vos travaux, mais par exemple, j'ai analysé très précisément pourquoi les républicains, à la fin du XIXe siècle, avaient opposé les chambres et la rue, et qu'ils avaient même prétendu à un moment interdire les manifestations en disant les manifestations sont des choses qui mettent du désordre dans la représentation.
À partir du moment où le peuple a ses représentants au Parlement, il n'a pas besoin de parler dans la rue. Tout mon travail est au contraire un travail sur les conditions de la pluralisation de l'expression politique. Alors quand vous dites condamner la politique de Thermidor dans ce sens-là, je suis tout à 100% d'accord avec vous, et qu'aujourd'hui, je suis contre le fait que des partis politiques prétendent être la seule expression de la société. Alors, il y a plus entre ce que vous défendez dans vos livres et ce que vous défendez dans la société, dans ces cas-là. C'est ça que je vous dis. Qu'est-ce que je défends dans la société? Mais là, tout à l'heure, j'étais juste derrière. Je vous ai entendu revenir sur 1995, expliquer quand même que ce n'était pas... c'est vraiment votre... Oui, c'est mon entrée en politique, et voilà, c'est comme ça, c'est une affaire de génération. Et il se trouve que j'étais dans la pétition Bourdieu et que j'ai été très investie, et qu'effectivement, ça a été marquant dans ma rencontre avec les sociologues, dans ma rencontre avec des revues. Et donc c'était important. Mais j'en suis sortie, il me semble, puisque là, je viens de militer sur des enjeux qui concernent la Grèce, dans quelque chose qui s'appelle Interdemos, et que justement, on peut aussi revenir sur ce qui se passe avec Podemos et avec Syriza. Il ne me semble pas que ce soit les mêmes structures, et je pense, moi, au contraire, que Syriza, c'est un conglomérat et que ce n'est pas un parti classique, et qu'il y a des tensions internes qui sont justement très intéressantes, et que Podemos, c'est une traduction de ce qui s'est passé avec les indignés en déplaçant les enjeux de rapport de force pour justement ne pas rester dans une situation labile politiquement. Donc il ne me semble pas que je sois restée sur 95. Mais revenons sur 95 parce que dans cet enjeu d'archéologie politique et du savoir, c'est un moment crucial parce que là, on était clairement dans des positions d'adversité. Clairement. Aujourd'hui, quand je vous écoute sur la question de la République des égaux, on pourrait se dire, finalement, maintenant on est d'accord. Peut-être qu'on est d'accord, et après tout, tant mieux si on est d'accord. Mais j'ai tendance à penser que non. Parce donc que justement, vous ne pensez pas que Pierre-Rosan Vallon s'est déplacé sur sa gauche, donc vers si, vous? je pense qu'il s'est déplacé sur sa gauche et que dans un contexte qui est plutôt réactionnaire, c'est intéressant. Mais j'aimerais comprendre sur quels enjeux, et en même temps, de ne pas réabsorber la demande qui existe aujourd'hui de réinventer la gauche par quelque chose d'aussi... peu radical que ce qui a existé avec la deuxième gauche. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre à la fois ce qui nous réunit et ce qui fait que, eh ben oui, parler du Parlement des invisibles sans tenir compte du fait que la visibilité, elle est un enjeu politique quand elle est un enjeu de tort, et que sinon elle est un enjeu de civilité. Et donc je suis d'accord avec vous, fabriquer des institutions civiles, c'est déjà faire de la politique. Et moi je pense que votre collection est une institution civile. Mais une institution civile n'est pas tout à fait une institution politique. Non, elle est une institution qui permet qu'à un moment donné émerge de la politique ou qui permet de réparer le politique. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Elle ne peut pas, et de ce point de vue-là, Salmon avait peut-être pas complètement tort. Elle ne peut pas tout, mais vous parliez tout à l'heure de Rancière. Il y a bien des points sur lesquels je suis en désaccord avec Rancière, notamment un point fondamental, c'est que moi j'essaie de donner ou de prolonger par des réflexions institutionnelles mon travail historique sur la démocratie et ma théorie de la démocratie. Je partage fondamentalement avec Rancière deux idées. La première idée, c'est que la démocratie est indéterminée. C'est-à-dire ceux qui pensent que la démocratie peut être définie par un certain nombre d'institutions, qu'elle peut être en quelque sorte achevée, ne comprennent pas que la démocratie, c'est le régime de l'interrogation permanente sur elle-même pour une raison très simple. C'est que la démocratie, c'est le régime de la discussion sur la façon dont des gens font commun entre eux. Et donc cela est toujours lié à des formes de conflits, à des formes de conflits d'intérêts, à des formes d'opposition, à des formes d'opposition qui peuvent même être assez radicales. Donc en ce qui concerne cette définition fondamentale de la démocratie comme régime de l'indétermination, je crois sur ce point que Rancière, Lefort et moi-même, d'ailleurs, si je puis dire d'une certaine façon, Rancière s'est mis assez à l'école de Lefort sur ce point-là, et c'est vraiment, je pense, être l'héritier de Lefort sur ce point-là. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas de différence, je pense, avec Rancière, même si nos langages sont différents, parce que nos histoires sont différentes. Je n'ai pas été althusserien, on n'a pas le même âge, etc. Donc, il y a ce point-là. L'autre point de Rancière sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est sur tout ce qu'il développe sur la question de la part des sans-parts. Oui, je pense que la démocratie se définit aussi par le fait que ceux qui sont les moins organisés peuvent trouver leur place dans le débat public. Et le livre qu'il a fait sur la nuit des prolétaires est un livre que j'admire énormément, que j'ai cité dans le Parlement des Invisibles, parce que je pense véritablement que là, en rupture avec un marxisme dominant de l'époque,
justement, il a mis l'accent sur cette parole autonome par rapport à une parole qui était imposée par un parti. Donc ça, sur ces deux plans-là, je partage totalement. Je crois que nous sommes très proches. Et un débat qu'on a fait ensemble dans Le Monde le montrait, me semble-t-il. En revanche, nous avons des décalages, je dirais, de sensibilité, des décalages de génération, des décalages historiques, mais également le fait que lui, au fond, son approche est une approche radicale au sens de protestation, mais il ne rentre jamais dans le domaine de la proposition ou de l'institution. Il ne parle jamais quelles seraient les institutions qui pourraient, par exemple, donner plus d'importance à l'expression de ces 100 parts qu'il considère comme les sujets les plus importants de l'histoire. Donc, avec lui, je me sens de plein pied pour avoir une vraie discussion, comme avec Balibar et comme avec beaucoup d'autres. Sophie Vanish, comme oui. On approche un peu de la fin, mais comme on voit aussi ces convergences, c'est-à-dire tout en faisant cette archéologie, là où vous êtes expliqué franchement, ceux qui nous écoutent, dans ce moment de désarroi, se posent cette question des propositions. Ils nous disent, nous, à Mediapart, arrêtez de nous désespérer. Y compris, ils nous font une demande que nous ne pouvons pas assurer. Nous ne sommes pas un mouvement politique. Nous fédérons, nous sommes un carrefour, y compris de votre rencontre ici. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être de gauche aujourd'hui? C'est quelle proposition qui, par rapport à ce que vous avez en commun aujourd'hui, de refus d'une politique moniste, d'une politique réduite à ce 1 du parti, de la verticalité, de l'État, de la Ve République, du président, de la majorité, etc. Qu'est-ce qui peut faire proposition autour des causes communes qui, y compris en tant qu'historien, vous rejoignent, qui sont celles de l'égalité? Mais la question qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de produire des nouvelles utopies et de considérer que c'est une bonne chose? On a entendu à plusieurs reprises dans la première heure que c'était une bonne chose qu'on se soit débarrassé de cette question d'utopie. Mais il n'y a pas... Je ne dis pas ça. Quand j'écris La société des égaux est un livre justement qui dit qu'il faut retrouver des idées directrices et que retrouver l'idée de société des égaux, je pense, et dans ce sens que j'ai fait ce travail à la fois de théorie politique et d'histoire, donne un cadre justement pour pouvoir tout un ensemble de réformes sociales pour être repensées dans ce cadre-là. Et sur la démocratie, vous verrez le livre que je publie en septembre. L'utopie, c'est le rapport à l'impossible, c'est pas le rapport juste à la réforme sociale. Je précise juste ma question pour qu'il n'y ait pas de faux débat. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des divergences, mais on ne peut pas démarrer en s'étant tous mis d'accord avant. Donc comment on va faire chemin commun ensemble en ayant des histoires différentes? Moi, j'ai le sentiment... C'est ça ma question. Je pense que je ne fais pas partie des gens qui pensent que le métier qu'on fait n'a pas de conséquences. Voilà, je fais partie des gens qui pensent que ça peut avoir des conséquences. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est sur le même registre. Après, je fais partie des gens qui pensent que les différents objets qu'on peut produire doivent trouver des médiations. Ça peut être Mediapart, ça peut être des films. Il se trouve qu'à Mediapart, on a fait ensemble un cahier de doléances contemporain filmé, avec quand même l'hypothèse que ce support-là, la vidéo d'artistes, etc., était une manière de fabriquer un autre registre de transmission. Dans la période du XVIIIe siècle, avant la Révolution, il y a quand même toute une série de choses qui sont débattues d'une manière plus ou moins souterraine, parce qu'on n'a pas le droit à la parole n'importe comment, mais quand même, il y a à la fois l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est celle qu'on étudie quand on est au lycée, au collège, et puis il y a une autre qui est la Panckoucke, qu'on connaît beaucoup moins, et qui est celle qui est en direction, effectivement, de catégories sociales qui sont beaucoup moins privilégiées, qui sont des moins grands lecteurs. Elle est un peu moins intelligente, mais cet éditeur Panckoucke, c'est un éditeur qui va être l'éditeur du Moniteur. Donc c'est pas rien, c'est un grand éditeur, c'est quelqu'un qui a une intuition de la nécessité de pouvoir diffuser largement un certain nombre d'idées. Et il me semble que dans ce qui a permis la cristallisation révolutionnaire, c'est le fait qu'on ait fabriqué avec les cahiers de doléances un espace d'opinion commune.
Et donc, ce n'était pas simplement se connaître de personne à personne, même si je pense que oui, rassembler les gens, rassembler les hommes, vous les rendrez meilleurs, c'est le fondement des institutions civiles révolutionnaires. Et donc, se connaître mieux, etc. Mais je pense qu'il y a peu de gens qui vont lire dans la société française ces livres-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils existent. Ils existent, ils sont des ressources. Mais ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment on est capable ou pas d'inventer des nouvelles médiations, de faire remonter les gisements d'idées et de considérer que oui, il y a plein de choses qui sont pensées. Il y a plein de choses qui sont pensées qui ne sont pas relayées par nos représentants. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir aux manières de recréer du rapport de force sur les représentants. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de coopératives de la société dite civile mais politisée. Ce n'est pas une société civile qui raconte simplement sa vie, mais qui sait quel tort elle souhaite mettre en scène, et que ces coopératives ne soient pas des partis politiques, et que ce soit ces coopératives qui, par contre, pèsent sur les partis politiques pour les obliger à produire ce qu'on pourrait appeler des bonnes lois, c'est-à-dire des lois qui sont rectificatrices, etc. Et je ne suis pas sûre que dans la configuration internationale d'aujourd'hui, ça puisse se faire dans un seul pays. En tout cas, là, vous venez de décrire une médiation qui, pour le coup, serait une utopie concrète. Ça serait une utopie. Ça suppose effectivement de créer. On crée en ce moment une espèce de plateforme qui s'appelle Tenon et Mortaise, où l'idée, c'est, sous cette métaphore ouvrière des menuisiers, de dire, voilà, il ne s'agit pas de fusionner tout ce qui existe dans la société. Et il existe aujourd'hui beaucoup de choses. C'est-à-dire que les citoyens sont déjà en train de fabriquer ces institutions civiles. Il y a des cénacles pour les intellectuels qui s'appellent des revues. Il y a des groupements qui s'appellent des CREFAD, qui sont d'éducation populaire. Il y a l'économie sociale et solidaire. Il y a des universités populaires. Il y a des groupements de citoyens. Enfin, il y a énormément de choses qui existent dans cette société. Mais ce n'est pas visible. Donc ça aussi, il faut le rendre visible. Donc l'idée, c'est de le faire remonter, que ça devienne visible, de dire il y a un gisement à la fois de savoir et de réflexivité disponible, mais il faut qu'il s'organise. Voilà. Et que pour moi, il y a un défaut d'organisation plus qu'un défaut de désir ou de volonté. Après, pourquoi on est à ce point désorganisé ? C'est la vraie question actuelle. Mais je pense qu'on manque d'esprit de grandeur. J'étais à une conférence de Zeev Sternel juste avant de venir, et il disait ça, il disait que le projet révolutionnaire reposait sur un imaginaire de la grandeur, parce que l'universel, c'est un imaginaire de la grandeur, et qu'il y a quelque chose où il faut à nouveau avoir des désirs démesurés, ce qu'on peut appeler l'impossible. Pierre-Rosan Vallon. Des désirs démesurés, oui. Moi, je pense que c'est autour de deux grands axes qu'on peut en avoir. Autour de l'axe justement de l'égalité et autour de l'axe de la réinvention de la démocratie. Pour l'instant, la démocratie a connu une première révolution. C'est une révolution de la représentation, c'est une révolution du suffrage universel, c'est une révolution de l'égalité. Mais il y a maintenant, c'est une révolution que j'appelle une révolution de l'autorisation. Mais maintenant, il y a une autre révolution démocratique à mettre en œuvre, une autre révolution qui tient aussi en fait que le pouvoir décisif n'est plus le pouvoir de faire les lois, c'est le pouvoir exécutif. Donc une révolution qui redéfinisse le rapport entre gouvernants et gouvernés et plus simplement entre représentants et représentés. Il faut produire un gouvernement démocratique et pas simplement des institutions démocratiques. Ce sera le thème de mon prochain livre que je sors en septembre. Et il y aura beaucoup d'idées concrètes en conclusion aussi. Alors pour le coup, là, c'est un écart. Parce que les grandes... Là, pour le coup, je suis plutôt dans ma génération. Il y a un courant qui s'est présenté comme amarxiste. J'ai longtemps été amarxiste. C'est moins le cas aujourd'hui. Mais là, pour le coup, les grandes révolutions sont du pouvoir législatif, les petites du pouvoir exécutif. Je pense que c'est vrai. Et que je pense qu'il faut ramener la puissance du pouvoir législatif contre le pouvoir exécutif et pas abandonner. Vous êtes d'accord? Non, gouvernant, gouverner, représentant, représenté, c'est pouvoir législatif d'un côté, pouvoir exécutif de l'autre. Et moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des exécutifs multipliés, fédéralistes dans toute la France ou dans le monde. Je n'ai pas compris ça. Alors, ou bien je n'ai pas compris la pensée de Pierre-Rosan Vallon, mais je n'ai pas compris ça. Écoutez, non, c'est pas il me semble que votre interlocuteur moi, a compris je ça. crois avoir compris votre désaccord là-dessus. Je pense que là, c'est la question de est-ce qu'on considère qu'il y a quelque chose à renverser de cette prééminence du pouvoir exécutif, ou est-ce qu'on considère, puisque c'est le pouvoir exécutif qui est prééminent, fabriquons la possibilité de penser en termes de gouvernant-gouverné plutôt que représentant-représenté. Alors, ou bien j'ai pris mes désirs pour des réalités, mais moi, je comprends que la question fondamentale,
c'est de retrouver un lieu d'élaboration du politique, de délibération du politique. C'est pas la décision dans ces cas-là. Voilà. C'est gouvernant-gouverner, c'est la question de la décision exécutive, alors que représentant-représenté, c'est la fabrique de la loi. Mais est-ce que je peux poser une question, alors là, pour terminer basique. J'entends ce débat intellectuel où là, je suis peut-être alors... Est-ce que, par moment, il n'y a pas quelque chose de surréel à ce débat un peu très... Comment dire, ce que vous venez de dire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, gouvernant-gouverner. Moi, je dis simplement qu'il faut qu'on redevienne dans une dynamique du peuple souverain qui élabore lui-même la politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de surréel par rapport à nos urgences ici en France ? Est-ce que nous sommes partis de la gauche, non, la gauche réformiste ? L'urgence ici en France, c'est ce par quoi vous avez commencé. Oui, mais, on a une loi liberticide. Je terminais ma phrase. Juste, l'urgence, c'est surtout que depuis... Peut-être ne l'avons pas dit assez ce soir. Depuis 30 ans, puisque vous parliez de grandeur, il y a un imaginaire qui s'est profondément ancré dans ce pays, qui contamine même une partie de la gauche. Je l'ai dit tout à l'heure, son triptyque, il est inégalitaire, il est identitaire et il est autoritaire. Donc, parfois, en écoutant vos désaccords, je me dis en même temps, est-ce que ces désaccords sont si essentiels quand il s'agirait déjà de faire dynamique commune autour d'un imaginaire que l'on a quand même en commun, quel que soit le chemin des uns et des autres, pour essayer de débloquer cette situation qui risque aujourd'hui de nous emporter. Je vous pose la question à tous les deux. Réponse de chacun. Sophie Vanni. Alors, débloquer la situation, pour moi, la question, c'est celle de quel événement rend... Enfin, le propre d'un événement, c'est de rendre les clivages ou la communauté, d'ailleurs, lisible. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'un événement, les choses deviennent intelligibles et lisibles. Elles pouvaient être installées avant, être installées après, etc. Je pense que si on s'est à ce point accroché sur 95, c'est que ça a été un moment de visibilité. Aujourd'hui, nos écarts par rapport à effectivement la question identitaire, etc., elle peut se jouer sur la manière dont on reconfigure la puissance ou l'impuissance de la demande d'éthos démocratique, c'est-à-dire d'être effectivement dans la délibération, dans l'égalité. Pour moi, ça va ensemble. Il n'y a pas de démocratie sans égalité. Ce n'est pas deux choses qui seraient distinctes. On a obtenu ça, il faut obtenir ça. Ça va ensemble. Il n'y a pas de démocratie sans égalité. Et donc d'avoir cet ethos qui est capable de se formuler le fait que l'identitaire est noué en partie au sentiment que la puissance néolibérale a dissous les identités et a dissous les souverainetés, a dissous les particularismes. Et que, dans une certaine mesure, on pourrait presque considérer qu'un pays comme la France occuperait, dans les imaginaires, simplement un ethnoscape à la manière dont Appadouraï a pu décrire la place des imaginaires sociaux des immigrés aux États-Unis. On pourrait considérer que c'est presque rien qui soit là et que c'est dans les interstices que quelque chose de l'identité française pourrait se maintenir et que c'est ça qui produit à ce point de repli identitaire. Donc ça suppose de voir le lien avec la puissance de rouleau compresseur de ce qu'on peut appeler, et c'est un peu trop vague et je suis désolée, le néolibéralisme. Et de l'autre côté, la puissance identitaire, elle se nourrit de ce qui... fait peur, c'est-à-dire des fondamentalismes. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, elle s'oppose au fondamentalisme et en même temps, elle s'en nourrit. Et donc, on a là une espèce de triangulation de figures, que moi j'appelle quand même des figures de l'ennemi et pas de l'adversité, et qui rendent la situation de l'éthos démocratique de plus en plus contrainte, de plus en plus étroite. Et c'est vrai que nous, ce dont on a discuté, c'est comment réinventer l'éthos démocratique. Et donc, de toute manière, l'un et l'autre, on est contraints par ces trois forces qui sont des forces, à mon sens, régressives. Voilà. Et donc, effectivement, ça peut paraître surréaliste. Mais dans une situation aussi cruciale, si on continue à débattre, c'est parce qu'on pense qu'il ne faut pas faire fausse route et que, quand même, les enjeux de grandeur, les enjeux de stratégie sont importants. Et donc, il s'agit de savoir comment on fait le lien. Et je pense que c'est intéressant de le faire comme ça, de débattre, de effectivement se lire, mais je vous ai lu aussi, et de voir dans quelle mesure
eh bien, les points de désaccord, on peut les poser pour les résoudre. Et moi, je crois que ce n'est pas rien, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et je pense que je ne me ferai pas une raison sur le pouvoir exécutif comme premier. Et que c'est un point donc, qui vaut la peine, même dans cet espace contraint, d'être discuté. Pierre Rosanvallon. Moi, je pense de toute façon que la situation dans laquelle nous sommes, le moment historique dans lequel nous sommes, c'est un moment historique de redéfinition. Et le propre d'une redéfinition, ça n'est pas de se faire simplement sur le passé. Le propre d'une redéfinition, c'est de faire sur des idées neuves. Et c'est dans la discussion des idées neuves que peuvent se faire les choses. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et je suis ouvert, évidemment, à la discussion je dirais, par construction sociale. Je suis ouvert à la discussion autour de toutes ces questions qui permettent le renouvellement, de la discussion sur la démocratie, de la discussion sur les formes de l'égalité, de la discussion sur, justement, la réinvention des formes politiques. Je crois que toutes les discussions qui ont eu lieu depuis 10 ans sur le tirage au sort, la parité, le cumul des mandats, tout ça, c'est des choses très importantes qu'il faut continuer, mais ça n'est qu'une petite partie de l'univers démocratique à reconstruire. Je pense qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin et voir les choses sous des jours très nouveaux. Et moi, en tout cas, c'est ce qui me passionne intellectuellement, et je pense que c'est ce dont nous avons besoin politiquement. Et c'est pour cela que je ne sépare pas, en tout cas personnellement, le travail intellectuel et historique que je fais autour de ces questions-là, que du travail d'organisation, du travail de discussion autour de raconter la vie. Raconter la vie, ça n'est pas simplement une collection, un livre que j'ai écrit, un site internet. Raconter la vie, c'est aussi des dizaines d'initiatives en France de gens qui font la même chose, dans des bibliothèques, dans des syndicats, dans des associations. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est que se disséminent et se démultiplient des mouvements où chacun réinvente, ne reproduit pas ce projet, mais réinvente à la façon qui lui semble pertinente cette démarche. Et c'est la même chose pour les idées démocratiques qu'il faut développer, même si là, effectivement, je pense qu'une réflexion très importante à faire sur ce qu'a été la présidentialisation des démocraties et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer. Mais là, comme c'est un livre qui paraîtra dans 3 mois, nous aurons le temps d'en reparler, je pense. Merci infiniment d'avoir passé plus de 2 heures avec nous, Pierre Rosanvallon. Merci beaucoup, Sophie Vaniche, d'avoir apporté la contradiction, y compris la contradiction historique ou archéologique, parce que c'est évidemment la contradiction du présent. Je trouve ça quand même assez formidable d'avoir eu ce débat historique avec la capacité d'écoute qui était autour de nous, entre vous deux. On se retrouvera au mois de mai, Edoui. On se retrouve le 4 mai. On se retrouve le 4 mai. Lundi, exceptionnellement. Bon, tu ne m'avais rien dit, mais donc on se retrouve le lundi 4 mai, et puis on verra comment on nourrira cette nouvelle soirée. Ce sera sur cette Mediapart. loi qui scélérate, comme l'a dit certain loi, Léon Blum, la loi sur du renseignement. certaines lois sous la Troisième République. Le temps de vous dire encore que l'émission qu'a animée Joseph Confavreux de 18h avec Dominique Rousseau est déjà en ligne. Celle que tu as animée, Edoui, avec Leïla Chaïd et Charles Anderlin, aussi à 19h. On peut déjà la voir sur Mediapart. Et puis donc jusqu'à minuit pour 4 mois, 19 €. Et le e-book de Mediapart, France, Israël, Palestine. C'était aussi le sujet du 19h. On se reverra donc au mois de mai. Merci beaucoup.